Salut, c'est Mediatek, soyez bénis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en fin de vidéo. Salut les médiavores, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un concept assez différent sur cette chaîne, j'espère que vous allez apprécier, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et me lâcher un petit pouce bleu. Je te propose aujourd'hui de découvrir les 23 films que j'attends le plus pour 2018. Quoi de mieux pour commencer cette vidéo que de parler du film qui va bousculer toutes les petites minettes, 50 nuances de grès plus clair. Alors, 50 nuances de grès plus clair, c'est la suite de 50 nuances de grès et de 50 nuances plus sombres qui sont sortis respectivement en 2014 et 2016, qui racontent l'histoire de Grey, Christian Grey, je crois, qui tombe, on va dire, sous le charme de Anna Steele, qui est donc jouée par Dakota Johnson. Ils vont découvrir les jeux sadomasochistes ensemble. 50 nuances de grès était passable. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était un film qui mettait en place les personnages et qui, malgré son histoire un petit peu bidon, arrivait à te tendre une histoire. C'était pas un bon film, mais c'était une histoire qui pouvait tenir la route. 50 nuances plus sombres est parti un petit peu en couille. Ils ont essayé de se prendre pour ce qu'ils ne sont pas, en fait. C'était pas oufissime. Et le truc avec ce film, c'est que il dure 1h30 et il ne se passe rien pendant 1 heure. Ce film aurait pu se terminer 1 heure plus tôt. C'est un film de 45 minutes, pour moi ça n'est même pas un long métrage, ce serait un court métrage. Je pense que l'histoire en fait de base est tellement pas longue à raconter, qu'ils sont obligés de remplir le film avec des clips shows, comme les séries que vous voyez sur MTV, qui sont un peu faites pour promouvoir de la musique, un peu à la Teen Wolf ou Degrassi à l'époque. C'est ça que je reproche au film. 50 nuances plus claires, je crois pas qu'il y aura d'autres films après ça, donc ça fait plaisir, je crois que même les acteurs en ont marre de jouer ces rôles-là, et je crois qu'ils ne les aiment pas. Donc voilà, on verra ce film, en fait je l'attends sans l'attendre, en fait. J'attends ce film parce que je pense que ça va être une bonne critique, et que ça va être un bon film à critiquer. Critiquer, ça veut pas forcément dire négatif, hein, ça veut dire objectif. C'est-à-dire que s'il y a des bons trucs dans le film, je le dirai, s'il y a des mauvais trucs, je le dirai évidemment. Sans impatience, mais quand il sera là, je l'attends, donc voilà. On va passer au prochain film. Le labyrinthe et le remède mortel. Alors, avec Dylan O'Brien qu'on retrouvait également dans Teen Wolf. Le Labyrinthe, c'est un film que j'ai vu il y a quelques années, j'étais pas spécialement emballé par le voir, j'ai pas lu le bouquin pour être honnête, et je me suis dit, oh, ça va être encore une merde, un truc à la Hunger Games, ou Divergente, ou toutes ces adaptations de films qui ont marché, ou qui ont vu le jour après le succès d'Harry Potter, et je me suis dit, on va tester, on va les regarder quand même, et franchement, je l'ai plutôt bien apprécié, j'ai trouvé que le concept était plutôt sympa d'avoir un endroit où des personnes étaient enfermées, ils doivent s'échapper, et se rendre compte que le monde dans lequel ils vivaient est tout autre en fait. Et à aucun moment dans le film, en tout cas dans le premier, on ne sait à quel moment ça peut se passer, on ne sait pas si c'est dans le futur, c'est dans le passé, si c'est sur une autre planète, c'est dans un autre monde, et toutes ces questions trouve une réponse à la fin. Et donc j'attends donc le Labyrinthe 3, qui pourrait être plutôt pas mal. Je trouve que cette franchise a le mérite d'exister, donc autant la regarder, quoi, on va dire. C'est pas un film que j'attends avec grande impatience, mais c'est un film qui me fera plaisir de voir, donc c'est une critique que vous verrez sur cette chaîne, donc restez connectés. On va parler maintenant de Black Panther, qui est donc le nouveau film du Marvel Cinematic Universe, qui est donc le gros film le plus attendu de l'année, à part Infinity War, bien sûr. Qui va mettre en scène donc Black Panther, qui est donc le roi ou le prince du Wakanda, qui donc porte une armure, je crois, en vibranium, le matériau en tout cas utilisé pour le bouclier du Captain America. Bah, il va y avoir toute une histoire avec le Black Panther, sûrement un méchant. Voilà, la bande-annonce donne envie, ça a l'air ouf, même si ça a pas l'air de casser 3 pattes à un canard. Je pense que je commence à peut-être en avoir un peu marre de tous les films Marvel. Et dans cette liste, pourtant, il va y en avoir des films Marvel, mais le problème avec les films Marvel, en fait, c'est qu'on nous sert le même genre de film depuis des années, avec la même histoire qui est utilisée à chaque fois. Et c'est dommage d'avoir tellement de potentiel et tellement d'histoires racontées sur les super-héros, pour faire en fait un film qui se résume à être la même chose, une pâle copie des autres films. Alors évidemment, c'est pas la même histoire à chaque fois, mais c'est le même chemin, la même ligne narrative, c'est toujours la même chose, la quête du héros, ensuite il va échouer quelque part, et puis à la fin il va gagner, et puis on va lui dire allez tu vas faire partie d'Avengers. Voilà, c'est ça le problème. Et surtout à chaque fois dans les films Marvel, on nous présente des personnages qui sont tellement ouf, qui sont, enfin en tout cas dans leurs histoires perso, qui savent tellement faire de trucs, etc. Et quand ils sont dans des films comme Avengers, ils se font défoncer en 1 seconde par des merdes, et
et c'est con, je trouve, de nous présenter des personnages qui au final sont juste des outils. Des outils pour un film à plus grande échelle qui est donc Infinity War, qui va regrouper 60 personnages Marvel ou 100 personnages Marvel. Donc on verra. On verra, mais je l'attends sans l'attendre. En tout cas, c'est un film que vous retrouverez sur cette chaîne. Ready Player One, le nouveau film de Steven Spielberg, qui raconte donc l'histoire d'un jeune homme qui vit dans un monde futuriste, je crois en 2045, et le monde part en couille totalement, sécheresse, y a pas de travail, y a rien, c'est le bordel, enfin voilà. La solution qu'ont trouvé les gens, en fait, c'est de se réfugier dans un univers virtuel, ils mettent des casques virtuels, et vivent dans leur univers un peu à la manière de ce qu'on fait actuellement maintenant, et un petit peu à ce qu'avait fait aussi Clone. Je sais pas si vous avez vu Clone. Alors le film est totalement différent, attention, ça n'a absolument rien à voir. Ça serait plutôt un mélange entre Tron, qui est assez différent, et Clone, dans le sens où dans Tron parce qu'ils arrivent dans un monde où ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent, et Clone parce qu'ils mettent des casques et ils se transforment en quelqu'un qui ne sont pas forcément. Et je trouvais ça le concept plutôt intéressant parce que c'est tellement actuel, c'est tellement se poser la question, est-ce qu'à un moment ça va arriver, est-ce que on va être dans un monde où le virtuel va prendre le pas sur la réalité. On va se lever le matin et ensuite on va aller se mettre dans son casque, dans son fauteuil et on va rester comme ça toute la journée et aller se coucher. Alors donc évidemment l'histoire est assez simple. Il y a le créateur du monde virtuel qui va mourir, il a caché un easter egg dans le jeu, et celui qui le retrouve gagnera donc sa fortune 500 milliards de dollars et pourra contrôler le jeu, pourra contrôler le monde virtuel. C'est une course-poursuite avec énormément de gens, et ce qui est cool dans ce film, c'est que comme c'est censé être actuel et comme c'est censé se passer dans la vraie vie, il y a des références à Spider-Man, il y a des références à Hulk, je pense qu'il y a des références à tout. Donc c'est un film plutôt cool à aller voir, et ça fait partie des films que j'attends le plus cette année. Donc je serai dans les salles dès le premier jour et je vous ferai une critique assez rapidement. Voilà. On va passer au prochain film. Tomb Raider. Alors Tomb Raider, je suis partagé parce que ça fait partie de ces films qui sont un peu casse-gueule. Ce sont des films qui sont annoncés depuis assez longtemps, qui ont été castés assez étrangement, on va dire que ce sont des acteurs... l'actrice est pas spécialement connue. En tout cas, je l'ai pas vu dans énormément de films. Je pense qu'ils auraient pu prendre d'autres acteurs. En tout cas, l'actrice, moi j'aurais bien vu la jeune fille de Walking Dead, par exemple, celle qui fait Alicia. Je pense qu'elle aurait été plutôt pas mal, plutôt bonne dans le rôle de Lara Croft. J'ai l'impression qu'il retourne encore au basique, et j'ai l'impression qu'il s'adapte, enfin qu'il s'inspire totalement du jeu vidéo Tomb Raider qui était sorti il y a 5 ans, ou 4 ans, qui racontait donc les prémices de Lara Croft, comment elle était devenue qui elle était, et surtout Lara Croft, mais beaucoup plus jeune, parce que dans les films et dans les jeux, Lara Croft, elle a genre 30 ans, dans les nouveaux jeux qui étaient sortis, elle devait en avoir genre une vingtaine, et dans ce nouveau film-là, elle a genre 20 ans, donc je pense que c'est inspiré totalement du jeu. Si l'histoire est bonne, ça peut relancer une franchise Tomb Raider. Si l'histoire est mauvaise, ça va faire comme les films, comme les 4 Fantastiques, qui ont essayé une adaptation, 2 adaptations, 3 adaptations, et on n'en aura pas avant des années. Et je pense que c'est dommage, parce que Tomb Raider, l'histoire de Lara Croft, elle est vachement intéressante, il y a tellement de trucs à raconter. C'est du Indiana Jones au féminin, c'est tellement cool. Moi je fais partie des gens, je sais pas si vous c'est le cas, mais moi je fais partie des gens qui ont joué, en tout cas dans mon enfance, à Tomb Raider, et il y avait un tel plaisir de découvrir ce jeu. Le premier était pas mal, le premier avec Angelina Jolie. Le deuxième était un peu plus mauvais, c'était un peu flop, c'était un peu, maintenant quand on le regarde maintenant ça a tellement mal vieilli. Dans le premier Tomb Raider avec Angelina Jolie, on avait Daniel Craig qui faisait une des premières apparitions avant James Bond. Je crois même que c'est grâce à ce film là qu'il a été casté en tant que James Bond. C'est un des films qui l'a révélé au grand public, en tout cas au public américain. Pour revenir à Tomb Raider qui va sortir, c'est un film que j'irai voir, c'est un projet que je suis depuis assez longtemps. On va passer au prochain film, Pacific Rim Uprising. Le premier était tellement bon. Le premier avait toute une histoire tellement intéressante, des effets spéciaux tellement fous, et c'était réalisé par Guillermo del Toro. Le deuxième est toujours réalisé par Guillermo del Toro, mais on a changé l'acteur, et je trouve ça dommage, parce que évidemment c'était une super production, mais on avait quelque chose assez innocent, dans le sens où on avait des acteurs peu connus en tout cas, on n'avait pas des acteurs bankable, à part bien sûr Idris Elba, on pouvait s'identifier facilement au personnage. Là, sur Pacific Rim Uprising, donc avec John Boyega, si vous ne savez pas qui c'est Finn de Star Wars. Pour moi, ça restera Finn de Star Wars. J'ai peur que ça perde de son charme. Je regarde la bande-annonce, je vois les gens s'exciter pour ce film, et
J'ai peur que ça se transforme en un Transformer édulcoré. Pacific Rim 2 risque d'être pas bon. Mais je l'attends parce que c'est une critique que j'ai envie de faire sur la chaîne, j'ai envie de voir si le film arrive à me surprendre, arrive à me faire croire en la magie de ce film en fait. Pacific Rim, c'est un film qui nous raconte l'histoire de monstres qu'on appelle des kaiju, qui se battent depuis une vingtaine d'années contre de géants robots, qui sont donc des géants de bébêtes qui viennent d'un univers parallèle et qui se passent de la mer vers la terre à travers une faille. Et puis voilà, c'est ça les films. Et donc le film est assez bidon, quand on y pense, l'histoire est assez bidon, mais ils ont réussi à faire quelque chose de vachement intéressant dans le premier film, avec de l'humour, de l'action, un vrai intérêt pour les personnages. Et j'ai peur que en fait John Boyega soit là juste parce que c'est John Boyega. Et je trouverais ça dommage de faire un film où on gâche une licence en fait. On passe au prochain film. Taxi 5. Taxi 5 réalisé par Franck Gastambide. Taxi, c'est un des films qui a marqué le plus mon enfance, avec Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3, Taxi 4, je l'ai vu quand j'étais ado, donc je l'ai pas aimé. Mais en tout cas, les 3 premiers m'ont vraiment fait kiffer, avec Samina Seri et Frédéric Diffenthal. Pourquoi faire un Taxi 5 ? Je sais pas, peut-être pour le fric, peut-être pour essayer quelque chose de différent. Franck Gastambide, c'est pas un mauvais réalisateur, c'est quand même le réalisateur de Pattaya, qui était un excellent film, et des Kaira, qui était aussi un très bon film, donc peut-être que Taxi 5 sera bon, et donc c'était des films qui ont vraiment marqué mon enfance. Je vois pas trop l'intérêt de ce film, je pense que ce film n'avait pas besoin d'une suite, surtout qu'on a pas Samina Seri après le bad buzz qu'il a eu, après tout ce qu'il a dit, après tout ce qu'il a fait, et après que Frédéric Diffenthal a dit qu'il voulait pas faire Taxi 5 s'il n'y avait pas Samina Seri, ce que je comprends tout à fait, Frédéric Diffenthal a le droit de penser ce qu'il pense. Donc on verra bien, mais je l'attends aussi, voilà, c'est le genre de film que j'attends, mais pour faire une critique dessus, pour voir si le film est bon. Voilà, on verra. Passe maintenant à Avengers Infinity War. Waouh, c'est un gros film. Comment parler du film le plus attendu depuis ces 10 à 12 dernières années ? Ça va être le film qui va, on va dire, déterminer si Marvel ou Disney peut nous utiliser quelque chose depuis autant d'années et arriver à en faire un bon film. Dans le sens où on va voir si ce qu'on nous promet depuis une dizaine de films va se réaliser. Est-ce que le méchant Thanos va être si incroyable que ça ? Est-ce que il va y avoir des morts ? Nous on veut des morts parce que on en a marre des films Marvel où personne ne meurt, on en a marre des films Marvel où c'est un happy end, où on voit jamais de sang. Je sais pas si vous avez remarqué, dans les films Marvel on voit jamais personne se faire tuer. Et c'est dommage, les comics sont tellement violents, il y a des passages dans les comics qui sont super violents. Le comics Civil War, on a des centaines de cadavres, des trucs comme ça, de morts, de super-héros. Et là, d'ailleurs dans Civil War, on avait que dalle, on voyait personne mourir. Donc j'ai très très peur avec Avengers Infinity War, je l'ai dit dans ma réaction du trailer. J'ai peur de ce film, j'ai peur que ce soit une merde. Je l'attends avec impatience parce qu'évidemment c'est le film le plus attendu de l'année, une des franchises les plus attendues aussi, mais j'ai peur que ce soit merdique. J'ai peur qu'on nous ait teasé quelque chose qui soit au final mauvais, j'ai peur qu'on nous ait teasé quelque chose qui au final n'ait pas d'intérêt. En fait le truc c'est que Thanos n'est pas le plus grand méchant de l'univers Marvel. Le plus grand méchant de l'univers Marvel, il est dans les X-Men, et je crois que même Dormammu, qui est donc le méchant de Doctor Strange, était plus redoutable et plus redouté. J'ai peur qu'il soit battu assez facilement dans le prochain film, que ce soit juste un méchant comme ça. Ils vont être tout contents au début, il va y avoir un moment où ils vont se faire déchirer la gueule, et à la fin ils vont gagner. C'est la même histoire de tous les films Marvel. C'est ce que je disais avec Black Panther, c'est ce qui va se passer dans Ant-Man, et c'est malheureusement ce qui va se passer dans Infinity War, je pense. Donc j'attends ce film avec impatience, il y aura évidemment une critique dessus, parce que ça va arriver au niveau du mois d'avril. Les Nouveaux Mutants. Nouveaux Mutants, qui est donc le nouveau film X-Men, qui m'intéresse beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. C'est le premier film tiré de l'univers X-Men, qui est présenté comme un film d'épouvante, un film frisson. Et je trouve ça plutôt intéressant, parce que c'est pas un film d'action, c'est pas un blockbuster, même si c'est une franchise blockbuster-esque, on va dire, un petit peu, même si ce mot n'existe pas. C'est du X-Men, donc forcément c'est des mecs qui ont des pouvoirs, des trucs comme ça. Mais là on dirait qu'il y a des forces surnaturelles. Abondamment c'est présenté comme un film du genre Conjuring ou un film d'horreur, donc il y a des acteurs plutôt sympas dedans. Il y a l'actrice de Game of Thrones qui joue donc Arya. Ça pourrait être un film qui pourrait être intéressant à découvrir. Ça sera évidemment sur cette chaîne, il y aura évidemment une critique. J'ai pas trop d'infos sur les Nouveaux Mutants, donc je peux pas trop vous raconter l'histoire. Je sais juste que ça se passe, je crois, dans un hôpital psychiatrique ou dans un hôpital, ou alors dans un institut pour les mutants,
et qu'il va se passer des choses surnaturelles, quoi. Après, j'ai pas trop d'infos sur le film, il sort quand même, je crois, au mois de mai ou au mois d'avril, et il y a eu qu'une bande-annonce qui est sortie pour l'instant. Donc on verra bien, on verra le projet. Ça fait partie de ces films que j'ai envie de voir, mais je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai pas trop d'a priori, j'ai pas trop j'ai aucune prétention vis-à-vis de ce film, quoi. Death Wish, le nouveau film de Bruce Willis. Alors évidemment, que vient faire ce film dans cette liste? Vous allez me dire, parce que Bruce Willis, voilà, il sort les mêmes films chaque année, mais c'est ça que j'aime bien avec Bruce Willis, en fait. C'est que on n'est jamais déçu des films de Bruce Willis. Il n'y a pas un seul film de Bruce Willis qui m'a déçu. J'ai aimé presque tous les films qu'il est sorti. J'ai aimé Le Chacal, j'ai aimé Raid 1, Raid 2, j'ai aimé 5ème élément, j'ai aimé 6ème sens, j'ai aimé énormément de films de Bruce Willis, tous les pièges de cristal. Je trouve que c'est un acteur qui se complaît si bien dans son rôle de flic ou de père qui a perdu sa famille. Alors c'est sûrement un scénario très con, mais c'est le genre de film, hein, tu poses ton cerveau en dehors de la salle, c'est le genre de film où tu te détends, parce que je pense que je fais partie des gens qui aiment bien se détendre quand on va voir un film, et j'aime bien ne pas me prendre la tête. C'est pour ça que dans cette liste, vous verrez beaucoup de films où on se prend pas trop la tête. Alors évidemment, dans cette liste, je vous le dis, il y a d'autres films qui sont intelligents. Quoique là, je regarde, mais non, oui, il y en a peut-être un, peut-être deux. On verra, j'ai pas trop d'infos sur le film, il sort au mois de mai, donc voilà. Rampage, nouveau film avec Dwayne Johnson. C'est l'histoire d'un mec qui est donc, je crois, soigneur dans un zoo, ou qui travaille dans un zoo et qui se lie donc d'amitié avec un gorille. Donc ce mec-là est donc interprété par Dwayne Johnson, à la suite d'une expérience, ou alors d'une météorite, ou alors j'ai pas trop compris ce que c'était, le gorille va changer physiquement. Il va passer de 2 mètres à 2,75 m, et il va y avoir d'autres trucs comme ça, d'autres animaux sur la planète qui vont grandir et évoluer. C'est un scénario de série B, c'est un scénario totalement stupide et ridicule, mais c'est Dwayne Johnson, et je trouve que ce mec a tellement d'autodérision. C'est un acteur qui peut jouer dans tellement de choses différentes, en fait. Il a joué dans Fast and Furious, il a joué dans La Momie, il a joué dans Jumanji dernièrement, il a joué aussi dans No Pain No Gain, qui était assez sérieux, on va dire. Évidemment que Rampage sera peut-être pas le meilleur film de l'année, mais je pense que c'est le genre de film un peu popcorn, un peu bébête, où on peut, comme je disais tout à l'heure, se vider la tête, sortir son cerveau et le poser à côté sur son siège dans la salle, et juste apprécier un film avec Dwayne Johnson qui échappe à des grands monstres. Le film a l'air un peu con, comme j'ai dit, le genre de film que tu vas voir sur NT1 à 3h du matin. Pourquoi pas, je sais pas, ça m'a touché. Le film m'a touché, la bande-annonce m'a donné envie. Avec impatience évidemment aussi. C'est une critique que je ferai, alors évidemment, j'arrête pas de le dire, mais tous les films dont je parle là auront le droit à une critique cette année sur la chaîne. Donc Rampage, c'est un film que je vais voir. Dwayne Johnson, c'est un bon acteur, donc je serai en salle pour aller le voir. On passe maintenant sur un gros dossier. Très très gros dossier. Après Avengers Infinity War, je pouvais pas ne pas attendre le film le plus attendu de l'année. Han Solo, A Star Wars Story. À l'heure où je fais cette vidéo, il n'y a toujours pas de bande-annonce qui sont sorties. Il y a eu quelques infos comme quoi ça devait être leak prochainement, donc on verra. J'ai pas trop d'infos sur ce film, sauf que c'est la jeunesse d'Han Solo avec Lando, avec Chewbacca et avec d'autres personnages. Je sais que Dark Vador, par exemple, est prévu au casting. En tout cas, ils vont caster quelqu'un d'autre pour interpréter Dark Vador. C'est un film qui arrive assez rapidement, je vais dire, parce que depuis 2015, les Star Wars sortent une fois tous les 1 an au mois de décembre. Et Han Solo Star Wars Story, lui, va sortir au mois de mai, le 10 mai, je crois, ou le 4 mai peut-être, pour le May 4th, c'est possible. Je comprends pas cette date de sortie. Est-ce que c'est fait pour sortir pour le 4 mai, pour le May 4th, Be With You? Est-ce que c'est fait pour laisser du temps d'attente entre ce film-là et Star Wars 9? Je comprends pas en fait la date de sortie de ce film. Est-ce qu'ils sont tellement impatients de sortir ce film qu'ils vont le sortir assez rapidement, ou peut-être qu'ils vont s'en débarrasser totalement, je sais pas, parce qu'il n'y a aucune bande-annonce qui sont sorties. On est au mois de janvier, le film est censé sortir en mai. D'habitude, on a toujours une bande-annonce 8 voire 9 mois avant la sortie du film. Que dire de plus, à part ça va être sympa, ça va être un film avec Han Solo, encore un Star Wars, donc c'est cool. Rogue One était tellement bon, je trouvais que Rogue One était peut-être un des meilleurs Star Wars qui ait jamais été fait. Et Gareth Edwards, qui a donc réalisé Star Wars, a vraiment géré, c'était vraiment un bon film. Et c'était tellement différent de ce qui avait été fait sur Star Wars 7, ou même les autres Star Wars, parce que c'était une histoire totalement différente, et surtout c'était un spin-off d'après une ligne dans le récit du début d'un Nouvel Espoir. Là, c'est ouvert à toute proposition, on va dire.
On connaît pas trop l'histoire de Han Solo, on sait pas trop comment il était dans sa jeunesse, à part si vous avez lu les livres qui sont légendes ou canons, mais il faut chercher pour ça. Vous connaissez pas comme moi, vous allez avoir une grande surprise avec ce film, donc je pense qu'il y a tellement de choses à raconter que normalement l'histoire devrait être plutôt bonne parce qu'ils sont pas limités dans une histoire. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Le problème c'est qu'on saura évidemment que ni Lando, ni Chewbacca, ni Han Solo ne va mourir à la fin, ce qui peut peut-être réduire le risque de s'attacher au personnage. Après, vous me direz, X-Men a très bien réussi avec X-Men le commencement, The Future Past et Apocalypse, où c'est totalement différent et ça se passe dans le passé. Donc peut-être que ce sera un bon film, on verra de toute façon. Il sort en mai, comme j'ai dit, il y aura une critique dessus, donc restez connectés. Deadpool 2 qui est annoncé pour le mois de juin, qui fait partie de ces films que j'attends le plus et auxquels j'ai plus la hype. Deadpool 1, c'est un extraterrestre dans le paysage du Marvel Cinematic Universe, parce que c'est du Marvel sans être du Marvel. C'est un film Marvel, mais c'est pas du Disney, ce qui fait que c'est pas gentil, et je trouve que dedans, Ryan Reynolds, qui est l'instigateur total du projet, c'est pas lui qui a réalisé le film, mais en tout cas, c'est lui qui a lancé le projet, c'est lui qui a trouvé les fonds pour le film, le scénariste, le réalisateur, le producteur, il s'est vraiment investi à fond dans ce film, a vraiment réussi à produire quelque chose qui est vraiment, vraiment sympa, qui a vraiment de la gueule. Et Deadpool 1 était tellement bon dans tout ce qu'il proposait, on avait quelque chose de totalement différent qui était arrivé, avec un personnage tellement no limit, qui pouvait dire ce qu'il voulait, qui pouvait faire ce qu'il voulait, avec des scènes de sexe, avec des scènes de sang, où des mecs qui se faisaient exploser la tête, ou avec des mecs qui se prenaient une balle, et des mecs qui se coupaient le bras, enfin, c'est fou dans un Marvel, on n'avait pas vu ça depuis peut-être Blade. J'espère qu'ils vont rester dans la même continuité, j'espère que ça va rester le même film. C'est un film que j'attends vraiment, c'est un film que j'ai vraiment envie de voir, que j'irai voir en avant-première, ça c'est clair. J'espère qu'ils vont réussir à garder ce petit truc qui faisait le succès du premier, qu'ils vont pas tomber dans les travers des films Disney, et qui vont réussir à gérer, quoi. Qui vont réussir à garder tout l'aspect comique, sans en faire trop, en brisant encore le quatrième mur, en gardant une histoire assez simple, mais concrète, avec une ligne narrative assez directe. J'espère, j'ai de grands espoirs pour ce film, et je serais très très déçu si ce film ne répondait pas à mes attentes, quoi, ne répondait pas peut-être à la hype que je me fais de ce film. Voilà. Jurassic World Falling Kingdom. Jurassic Park, je pense que c'est le film que j'attends le plus de tous les temps. Je suis un gros fan de Jurassic Park et j'ai du mal à être objectif avec ce film parce que c'est la franchise que je respecte le plus au monde, que j'idolâtre le plus au monde et que je suis le plus fan au monde. J'ai vu Jurassic Park 1, 2, 3 et 4, donc Jurassic World. Et Jurassic World, j'avais beaucoup apprécié le premier film. Je trouvais que c'était vraiment plutôt cool et plutôt osé d'effacer les événements du Monde Perdu et de Jurassic Park 3, de garder que Jurassic Park premier du nom, et de raconter l'histoire d'un parc qui aurait ouvert 20 ans plus tard sur la même île, tout en gardant des éléments du premier Jurassic Park. Là, l'histoire du 2 est censée raconter, je crois, l'histoire de Wen qui retourne sur l'île, sur Isla Nublar, je crois que c'est ça, hein, ou Isla Sorna, je sais plus, à chaque fois j'ai des doutes, qui en fait vont devoir retrouver, je crois, des dinosaures, ou sauver des dinosaures de l'extinction, parce que le volcan est en train de rentrer en éruption, ce qui fait que tout va exploser. Voilà. D'après ce que j'ai vu dans la bande-annonce, ça a l'air plutôt épique en fait, ça a l'air plutôt stylé. Ça a l'air franchement bien fait, l'histoire a l'air de tenir le coup, même si ça fait même un peu, ça fait un peu jeu vidéo, quoi. C'est ça qui me dérange peut-être avec ce film, c'est que la bande-annonce fait un peu jeu vidéo dans le sens où, je parle pas des effets spéciaux, je parle juste du contenu, dans le sens où on va arriver quelque part, il va se passer ci, ça, l'autre, on va réussir à survivre et on va repartir à la fin. J'espère qu'il va y avoir des ennemis aussi bien qu'il y avait que dans le premier film qui était joué par Vincent D'Onofrio, qui est aussi bien dans le sens où ce personnage a été tellement critiqué, les gens se disaient mais ouais c'est n'importe quoi, le mec il comprend pas, c'est des vélociraptors, on peut pas les éduquer, ceci, cela, il y a quelqu'un qui vient de se faire bouffer devant lui mais il veut quand même les utiliser. Oui, effectivement, mais ça reste un militaire et les militaires veulent utiliser les armes et il prend ça pour une arme et je crois que dans ce film là, il y a un Indominus Rex miniature qui
ressemble à un Vélociraptor, je crois, hein, que je dis pas de conneries. Il y a un Baryonyx, donc qui est le dinosaure qu'on voit qui ressemble un peu à un Spinosaure dans le passage où ils sont dans un égout. Il y a un Brachiosaure, il y a des ptérodactyles, il y a un Tyrannosaure évidemment. Un Jurassic Park sans Tyrannosaure, c'est pas normal. Jurassic World 2 est attendu dans mon cœur, voilà, je l'attends. Surtout que le réalisateur de Jurassic World 2, c'est le réalisateur de L'Orphelinat, qui avait tellement bien marché, qui est un film d'épouvante, d'horreur, on va dire, frisson. Et d'aller chercher un réalisateur qui fait ce genre de film pour réaliser Jurassic World, ça veut forcément dire le prochain Jurassic World sera vraiment un film qui fait peur. Donc bref, pour résumer, ce film, je l'attends avec impatience. Je proposerai même une critique assez différente, assez novatrice peut-être pour la chaîne, on verra. On passe maintenant à Ocean 8. Océan 8 en français, c'est un spin-off donc de Ocean's 11, 13 et 12, que vous aurez évidemment reconnu, qui en fait, au lieu de raconter l'histoire des mecs, raconte en fait l'histoire de la sœur de Danny Ocean, qui est interprétée ici par Sandra Bullock. C'est la même histoire qu'Ocean's 11, on va dire, sauf que ça se passe à New York, il y a un casse, et ils vont tout faire pour se faire la malle avec l'argent. Je trouve ça osé de faire un film, un spin-off avec des filles, sachant que Ghostbusters, qui a eu une suite en 2015, avait été tellement bâché, c'était tellement rétamé que je pense qu'il n'y aura pas de suite, en disant que c'était honteux, que ce soit des filles qui reprennent. Et je trouve ça un peu choquant, personne ne gueule sur le fait que Sandra Bullock reprenne les rênes adaptées d'Ocean's, enfin des films Ocean's. Donc on verra, le film est attendu, le film me fait kiffer, donc on verra bien, la critique sera là, donc voilà. Pas grand chose à dire sur ce film en fait. Les Indestructibles 2. Je crois que le premier Indestructible est sorti en l'an 2002-2003. C'est très vieux comme film. Les Indestructibles, c'était un film de super-héros qui racontait donc l'histoire d'une famille de super-héros. C'est un film Pixar. Et il y avait des scènes vraiment marrantes. Il y avait des passages vraiment marrants et c'était assez différent de ce que faisait Pixar à l'époque. Ils sortent une suite. Un peu d'appréhension évidemment parce que c'est une suite à Pixar et Pixar a l'habitude des suites évidemment. Il y a eu Cars 2, il y a eu Toy Story 2, il y a eu Le Monde de Dory. Donc Les Indestructibles 2 n'est pas un challenge à part entière. Mais là où c'est un challenge, c'est qu'il sort 10 ans, voire 12 ans après le premier film, alors que Toy Story est sorti, je crois, 3 ans après, Le Monde de Dory est sorti 9 ans après, enfin 10 ans après. Le Monde de Dory est aussi un challenge, effectivement, il est sorti 10 ans plus tard. Et je pense aussi que, comme Le Monde de Dory a bien marché, ils ont voulu prendre pour exemple Le Monde de Dory et ils se sont dit pourquoi pas faire Les Indestructibles 2, ça fait longtemps que les gens demandent la suite à ce film-là, il avait bien marché, autant le faire, ça va marcher. Et je pense qu'ils ont raison, je pense que c'est un film qui va très bien marcher auprès des enfants, auprès des adultes qui ont découvert ce film il y a 10 ans quand ils étaient plus jeunes. En tout cas, moi, j'ai découvert ce film quand j'étais plus jeune et je suis adulte maintenant, j'irai le voir, ça c'est clair. Si j'avais des enfants, j'y amènerais mes enfants. C'est un film qui risque d'être intéressant et qui risque d'avoir une bonne critique associée à la sortie de ce film. Voilà. On passe maintenant à The Nun, qui est le spin-off adapté de Conjuring 2, qui est donc l'histoire de la nonne maléfique, le démon maléfique qui terrorise les gens dans Conjuring 2. C'est un film qui me fait peur. En fait, je suis pas fan des films d'horreur. Je fais partie de ces gens qui regardent pas mal de films d'horreur, mais qui n'aiment pas en regarder. C'est-à-dire que je suis pas du genre à me cacher sous ma couette, mais pas loin. Et j'ai un de mes amis qui adore les films d'horreur, et comme j'ai la carte Ciné Duo, on y va souvent. Et lui, il choisit souvent des films d'horreur, donc on va souvent voir des films d'horreur. Et donc The Nun, c'est le film que j'irai c'est obligé que j'irai le voir, parce que j'ai été voir Conjuring 1 et 2, que j'ai été voir Annabelle 1 et 2, et j'ai été voir Sinister 2, enfin ça, c'est différent, mais voilà, j'ai été voir pas mal de films d'horreur ces dernières années, genre de vidéos en tout cas qui marchent bien, les critiques de vidéos qui marchent bien sur les chaînes, donc je pense que c'est une vidéo qui se fera forcément. Qu'est-ce que j'attends par rapport à ce film ? J'attends que le film soit bon, j'attends que le film soit intéressant, j'attends que le film fasse peur. J'attends juste un peu moins de jumpscares. J'ai un problème avec les films d'horreur, j'ai du mal avec les jumpscares. Je trouve que un jumpscare réussi, c'est un jumpscare qui n'est pas ridicule, avec un oiseau qui va apparaître sur une fenêtre, avec quelqu'un qui va taper à la porte pendant qu'on avait un long silence, où on en a quelques-uns, mais genre un ou deux dans tout le film, voilà. Pas un truc toutes les 30 secondes, et au final il se passe rien. The Nun, qui est donc produit par James Wan qui a réalisé Conjuring,
je pense qu'il y a moyen que ce soit un bon film. On verra. On verra, parce que Annabelle a été produit par James Wan aussi, et pourtant c'était une merde, alors qu'Annabelle 2 a été produit par James Wan, et c'était vraiment un bon film. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Annabelle 2, et que vous n'avez pas vu la critique, je vous invite à aller voir la critique d'Annabelle 2, qui devrait s'afficher tout de suite, là. Là, elle vient de s'afficher, voilà. On passe maintenant à Ant-Man and the Wasp, en français traduit de Ant-Man et la guêpe, hein, comme je disais tout à l'heure, de films que tu pourrais retrouver très tard dans la nuit, ou un truc un peu à la con. Je trouve ça, le nom un peu étrange, je trouve. Ça aurait pu s'appeler autrement. Ça aurait pu être davantage plus intéressant si le film s'était appelé d'une autre façon. Ça aurait pu s'appeler Ant-Man 2, ou La colère de Ant-Man, ou La colère de la guêpe, ou je sais pas, mais je trouve que Ant-Man contre la guêpe, ça fait un peu nom d'un truc que j'aurais pu trouver, quoi, un peu con, quoi. Donc c'est l'histoire de Ant-Man, la suite des aventures de Ant-Man, qui n'est d'ailleurs pas, je crois, dans Infinity War, qui va devoir affronter la guêpe, qui est donc un ennemi dangereux de Ant-Man. J'ai pas trop d'infos sur ce film, aucune bande-annonce n'est sortie. On va arriver là dans les films où j'ai pas de bande-annonce à montrer, parce que les films ont été annoncés, mais n'ont pas de sortie de bande-annonce, on n'a pas trop d'infos sur les films, donc merci. Donc voilà. Donc Ant-Man, oui, c'est un film que j'irai voir évidemment, il y aura une critique sur la chaîne, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un Marvel, et les Marvel, je commence un petit peu à en avoir marre. Beaucoup de films Marvel cette année, peut-être même une surdose de Marvel. Donc le premier Ant-Man était vraiment bien, vraiment sympa, il y avait vraiment matière à rire, matière à passer un bon moment. Il y avait évidemment quelques défauts dans le scénario, mais je pense que c'est tellement récurrent maintenant chez les films Marvel ou DC qu'on fait plus attention. Mais voilà, c'était passable. Donc Ant-Man 2 a intérêt. J'espère que ce sera plutôt bon. Et voilà. On passe maintenant à Mission Impossible 6. Et oui, il y a un Mission Impossible 6 qui est prévu pour juillet. Mission Impossible 6. Que dire de plus à part encore? J'attends ce film pas avec impatience. J'y attends parce que c'est un Mission Impossible, et parce que Mission Impossible m'ont jamais déçu. Le premier était sympa, le deuxième était excellent. Le troisième était passable. D'ailleurs, je me demande comment ils ont fait pour faire un Mission Impossible 4 après le four qui a été Mission Impossible 3. Mission Impossible 4 était plutôt sympa. Le 5 était différent et plutôt cool. Donc le cycle devrait être envisageable. On va dire que c'est pas un film que j'attends particulièrement, c'est pas un film que j'ai envie de voir particulièrement, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une critique qui devrait bien marcher sur la chaîne, donc on va survoler assez rapidement ce film, parce que j'ai pas grand chose à dire, je connais pas du tout l'histoire du film, il y a aucune bande-annonce qui est sortie, aucune affiche qui est sortie, donc on va survoler. Le prochain film, The Predator. Alors il y a quelque chose d'assez intéressant avec ce film en fait, c'est que le réalisateur de Predator, enfin The Predator, celui qui va sortir, n'est autre que l'un des acteurs du premier film Predator avec Arnold Schwarzenegger. D'ailleurs, c'est le mec avec les lunettes, je sais pas si vous reconnaîtrez, si vous êtes un fan de Predator, vous saurez sûrement d'ailleurs que c'était lui le réalisateur de Predators, qui donc va reparler, je crois, de l'histoire du 1 et du 2, qui va annuler, on va complètement skip l'histoire de Predator 3, qui est sorti avec, qui s'appelle Predator, mais bon, voilà, c'était plutôt Predator 3 qui était sorti avec Adrien Brody, il y a quelques années, qui avait, avec également Laurence Fishburne, qui avait pas été bon. Pas trop d'infos sur ce film, je sais pas trop ce qui va se passer, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va, en fait, découvrir pourquoi les aliens sont vraiment sur Terre, à part pour le sport, et à part pour la chasse, pourquoi ils sont vraiment sur la Terre, et pourquoi ils reviennent tout le temps sur la Terre. Qu'est-ce qu'il y a sur la Terre qui fait qu'il y ait besoin de venir à chaque fois pour nous chasser. Donc il y a une histoire comme ça, sur ça que va tourner l'histoire du film. Ça va être assez innovant, j'espère, ça va être assez différent, et je trouve ça assez risqué de sortir un film Predator maintenant, sachant que... deuxième n'était pas oufissime, que le 3 n'était pas oufissime. Pourquoi prendre le risque de sortir un nouveau Predator ? Je pense que la meilleure personne qui peut réaliser ce Predator, c'est donc la personne qui a joué dans le premier, parce qu'il sait exactement ce qui a marché et pourquoi ça a marché, il était en contact avec les bonnes personnes. Donc je pense que ce Predator-là a des chances de fonctionner, a des chances de marcher au cinéma. C'est un film qui devrait sortir aux alentours de septembre ou octobre. Je pense que c'est la bonne période. Donc voilà, j'espère que vous, ça vous tente. En tout cas, moi, je serai au taquet pour la critique, je serai au taquet pour voir le film. Et on en reparle de toute façon en septembre, quoi.
On passe maintenant à X-Men Dark Phoenix, qui est donc le 4e volet de X-Men, des aventures d'X-Men, de la nouvelle saga X-Men refaite depuis avec James McAvoy et Michael Fassbender. Et Jennifer Lawrence va s'occuper du personnage de Jean, qui est donc interprété par Sophie Turner, à qui on doit le personnage de Sansa Stark dans Game of Thrones. On va découvrir ce personnage dans ce film-là, qui va devoir réussir à lutter contre les mauvais côtés de ses pouvoirs. Donc on verra, de toute façon, comme je vous l'ai dit, de toute façon c'est tellement loin maintenant qu'une bande-annonce n'est sortie, qu'on sait pas grand-chose sur le film, on sait juste que ce qui va se passer dans les grandes lignes. On sait qui est au casting, comme j'ai dit, Sophie Turner, je crois que James McAvoy et Michael Fassbender reviennent. Alors je sais pas si c'est un spin-off de X-Men ou si c'est vraiment une histoire à part entière d'X-Men, auquel cas tous les personnages devraient revenir, à part si c'est un spin-off, il y aura seulement l'actrice Sophie Turner, donc on verra. Pour parler un peu d'X-Men, et pas des Nouveaux Mutants, juste d'X-Men, j'avais beaucoup aimé X-Men le commencement, je trouvais ça vraiment sympa de revenir, de faire totalement quelque chose de différent, un peu à ce qu'avait fait Batman Begins, repartir sur les bases, le basique, comment, qui, pourquoi, toutes ces questions qu'on s'était posées depuis le début, et d'avoir enfin une réponse. Dans X-Men Days of Future Past, ils ont réussi à réécrire la timeline en fait, ça veut dire qu'ils ont voulu séparer la nouvelle franchise des anciens films X-Men, en créant un univers alternatif où certaines actions en fait du futur vont changer le passé, ce qui fait que on peut repartir de nouveaux films sans avoir de problème pour traiter un sujet parce qu'il a été traité dans un autre film dans le futur. Le truc c'est que même si les personnages font quelque chose de différent, la naissance de Jean Grey est au même moment. Si dans le prochain X-Men elle découvre ses pouvoirs quand elle a 20 ans, pourquoi elle les a pas découverts dans X-Men 2 ou 3 et qu'elle n'en parle pas quand elle avait 20 ans alors que maintenant elle en a 35 ou 40. C'est peut-être pas logique, alors peut-être qu'il y aura une réponse, il y aura peut-être il y aura sûrement des réponses dans le film, pourquoi c'est expliqué tout ça. Donc on verra, j'attends le film, j'ai une certaine impatience pour le film, j'ai toujours un truc qui m'a intéressé, donc avec impatience que j'attendrai ce film qui sort quand même en octobre 2018, on a le temps de voir des bandes annonces, on a le temps de voir des affiches, on a le temps d'en apprendre un peu plus sur le film, pour en discuter avec vous en vidéo, quoi, parce que c'est une franchise qui m'intéresse pas mal, franchement, j'aimerais bien faire un média chronique peut-être sur les X-Men, parce que je trouve que c'est tellement vaste et tellement différent des autres Marvel, on va dire, enfin, il y a du contenu, voilà, il y a du contenu et c'est bien foutu. Alors, les Animaux Fantastiques 2, j'aimerais vous parler de ce film sans vous en parler, c'est que j'ai pas grand chose à dire dessus. Je l'attends parce que c'est un film qu'il faut que je voie. J'ai toujours pas vu le 1, honnêtement, j'ai toujours pas vu les Animaux Fantastiques 1. Ça fait partie des films qu'il faut absolument que je voie. J'attends le 2 parce que je pense que le 1 est bon. Comme c'est J.K. Rowling, qu'on retrouve des gens qui ont bossé sur Harry Potter et que les Harry Potter étaient potentiellement bons dans l'ensemble, je pense que le film doit être bon. Donc j'attends les Animaux Fantastiques 2 quand j'aurai vu bien sûr les Animaux Fantastiques 1. On va passer au prochain film, Mortal Engine. Ça doit être le film auquel je ne sais absolument pas ce que c'est et qui me fout le plus la hype. Mortal Engine, c'est le nouveau projet de Peter Jackson. Peter Jackson, si vous ne connaissez pas, c'est le réalisateur du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et de King Kong. Et il revient cette année avec Mortal Engine, qui est donc l'histoire d'un futur où le monde tel qu'on le connaît a disparu et de gigantesques villes, plus ou moins grandes et des gigantesques, survivent directement sur des espèces de plateformes roulantes, un peu comme si c'était des robots géants avec des villes dessus, se baladent sur Terre, quoi. Il y a un personnage, une jeune fille, qui va donc, je connais pas son nom, mais qui va se lier d'amitié avec un autre personnage de la ville de Londres, et ils vont devoir vaincre un ennemi commun. C'est un film que je ne connais pas, je sais que c'est adapté d'un livre ou d'un manga, je sais plus du tout, alors je suis désolé, hein. Si c'est adapté de quelque chose que vous connaissez, dites-moi dans les commentaires, parce que moi je sais plus du tout. Mais en tout cas, la bande-annonce donne envie, ça a l'air plutôt pas mal. La bande-annonce est sortie en décembre, le film sort en décembre, donc 1 an plus tôt. Les images qu'ils ont montrées pour l'instant, ça a l'air chaud patate. Donc j'ai hâte de voir ce film. De toute façon, on verra en décembre 2018. Il y a quand même du film en décembre 2018. Et le prochain film dont on va parler, le dernier film dont on va parler, c'est Aquaman. Beaucoup de gens savent peut-être que j'ai du mal avec Jason Momoa, mais en fait, j'ai vu The Bad Batch, un film avec Jason Momoa et Keanu Reeves, et j'ai vraiment beaucoup aimé en fait. C'est un film où il y a des cannibales et un film assez dur, où il y a des gens qui sont sectionnés, des trucs comme ça. Et je me suis dit que c'était quand même un bon acteur. Et j'avais beaucoup de mal avec lui dans Stargate Atlantis à l'époque, parce que je trouvais qu'il jouait très mal. Mais en fait, avec le temps, plus je trouve que cet acteur est vraiment pas si mauvais que ça, qu'il est même plutôt bon en fait.
et qu'il mérite sa chance, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on le voit maintenant dans des films. Alors évidemment, c'est parce qu'il est aussi grave stock, c'est aussi une putain de machine de 2 mètres. Ce qui est assez dingue avec ce film, c'est que ce film voit le jour, alors que Justice League a fait un four, et pourtant Aquaman voit son film apparaître. Donc je pense que le film devait déjà être dans les cartons, devait déjà être en préparation, donc c'est peut-être pour ça. Je sais pas ce que va raconter le film, sachant que j'ai pas vu Justice League, et que Aquaman n'est pas mon personnage d'ici préféré. Je pense que ça va être autour de Aquaman, de peut-être sa jeunesse, je sais pas, est-ce que c'est un dieu, est-ce que c'est un héros, je sais pas trop, en fait je connais pas trop Aquaman, mais c'est un film que j'attends, c'est un film qui a l'air plutôt sympa, je pense que c'est le genre de film sympa d'ici Comics avant de terminer l'année, donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo de tellement longue vous aura plu. Pour moi, ça a pris beaucoup de temps à tourner, donc j'espère que ça vous plaira grâce au montage. J'espère que cette vidéo ne durera pas 2 heures comme actuellement. Et je vous informe en fait que cette vidéo fera écho à une prochaine vidéo qui sortira, qui seront bien sûr les 10 ou 15 films que je n'attends pas du tout pour 2018. Beaucoup de films français dedans. C'était la médiathèque, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.